Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Il était convenu du préambule aux articles, mais aussi les parties annexes pour comprendre que tous les intérêts de la République démocratique du Congo ont été pris en compte de bout en bout. Mais bien avant que je ne puisse vous donner la parole, Excellence Madame la Ministre d'État, je voudrais qu'on revienne, parce que le Président de la République lui-même a eu l'occasion de revenir sur l'importance de cet accord à l'occasion de son discours du 30 juin pour les 65 ans de notre indépendance. Madame la ministre d'État, bonsoir à nouveau. Les Congolais sont particulièrement mobilisés sur cet accord. Beaucoup de choses ont été dites depuis les 27 janvier, mais ce soir avec vous, nous voulons faire cette première communication de lancement parce qu'il y en aura plusieurs, y compris en langue nationale, pour que les uns et les autres puissent comprendre l'importance de ce document. Et je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs, mais aussi pour la présentation de l'accord à partir de son préambule, de ses différents articles, mais aussi un commentaire sur les annexes. Ce n'est qu'après qu'on pourra prendre les questions des professionnels des médias ici mobilisés. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et évidemment, merci beaucoup, Mesdames et Messieurs de la presse, pour votre intérêt continu. En effet, je vous remercie sincèrement d'être présents aujourd'hui. Nous nous trouvons à un moment charnière pour notre pays. Comme vous le savez, le 27 juin dernier à Washington, nous avons signé un accord de paix historique avec la République du Rwanda, et ce, sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Et au-delà de la signature, évidemment, parce que cet accord nous concerne, nous en particulier en République démocratique du Congo, et plus précisément les populations à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un besoin urgent de compréhension. Et nous avons une responsabilité, évidemment, d'expliquer cet accord et de fournir en toute transparence plus de détails, plus d'amples détails sur cet accord et ce qu'il prévoit. Évidemment, tout cela en harmonie et en pleine cohérence avec les orientations et les instructions qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous l'avez entendu dans l'extrait de son discours à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, en ligne avec ces principes qui nous ont orientés dans la négociation et dans la signature de cet accord de paix. Alors juste pour vous rappeler un peu l'historique et le chemin qui a été parcouru et qui a conduit à la signature de cet engagement, comme vous le savez tous, le tout a commencé le 25 avril dernier à Washington, D.C., quand nous avions la signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, étape qui a été justement signée par les deux ministres des Affaires étrangères respectifs, et ensuite qui a été suivi d'une série de négociations et de pourparlers au niveau de nos experts techniques qui ont effectué une série de rencontres à Washington et sous d'autres formats. Et donc le 18 juin, nous avons eu un projet d'accord final qui a été paraphé par nos experts qui étaient à Washington et donc qui traduisait les principes de la déclaration de principes signée le 25 avril, notamment le retrait des forces rwandaises, l'activation du concept d'opération conjointe ou du CONOPS et le retour encadré des déplacés dans les zones affectées. Et enfin, le 27 juin, donc la semaine passée, j'ai signé au nom de la République démocratique du Congo l'accord final avec mon homologue rwandais en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. À l'issue de cette signature, nous avons été reçus à la Maison-Blanche, je pense que vous voyez les images, par le président Donald Trump, qui a salué le courage politique et qui a exigé de manière très explicite aussi le respect de cet accord. Ce processus se poursuivra dans les semaines à venir avec un sommet de haut niveau prévu entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Paul Kagame, toujours sous l'égide de la médiation américaine et prévu à Washington, D.C. Je tiens à être clair, avant de me pencher sur l'accord même et ses différents chapitres et articles. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités,
le retrait des troupes étrangères. Il reconnaît aussi le rôle des États garants, à savoir celui des États-Unis d'Amérique, qui ont facilité cette démarche avec constance et conviction. Il exprime aussi la reconnaissance de tous les partis à ceux qui ont permis que le dialogue prenne le pas sur la confrontation. Et très souvent, on pose la question justement, est-ce que le préambule n'est pas juste quelque chose de symbolique? Et pourquoi est-ce qu'on doit y accorder tant d'importance? Et la réponse est claire. Le préambule n'est pas une simple formalité. C'est le fondament politique et éthique de tout ce qui suit. Il nous dit pourquoi nous avons signé, il encadre l'interprétation de chaque article et il nous donne une clarté sur, au cas où il y aurait une divergence, le sens d'un article, la manière d'appliquer une disposition et justement comment est-ce qu'on peut avancer dans la mise en œuvre et quels sont les fondamentaux de cet accord. Et donc c'est là que sont inscrits les principes, les repères, la direction à suivre, et en fait, c'est une sorte de conscience, si vous voulez, de l'accord. Évidemment, du côté de la RDC, nous nous réjouissons énormément du fait que la résolution 2773, première résolution en plus de 20 ans qui reconnaît explicitement le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, soit évoquée explicitement dans ce préambule, parce qu'encore une fois, ça nous donne un cadre très clair sur la nature du conflit que cet accord de paix est appelé à résoudre. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire sur le préambule? Non, allez-y. Je continue? Très bien. Alors, nous sommes ensuite au premier chapitre, les dispositions générales. Bon, justement, ça c'est un peu les fondations juridiques, on ne va pas trop se pencher là-dessus, mais je voudrais quand même insister sur le fait que ce chapitre précise que les engagements qui sont pris sont contraignants. Et ça c'est très important. Autrement dit, ce n'est pas un protocole d'intention. On n'a pas signé pour dire on va essayer de faire un peu, et puis si ça ne marche pas, ce ne sera pas la fin du monde. Non, ce sont deux États responsables qui ont pris cet engagement et qui ont aussi pris l'engagement d'une redevabilité pour être responsabilisés en cas de lacune, en cas de manquement dans l'exécution de leurs responsabilités qui leur incombent dans le cadre de cet accord. Et donc ce chapitre rappelle également que l'accord s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux existants, notamment la résolution 2773, donc encore une fois, on a une référence à cette résolution, et les cadres de la CIRGL, de la SADC et de l'Union africaine. Et donc ce qui est important, c'est aussi de comprendre que l'accord s'inscrit dans une complémentarité de tous ces instruments qui existent déjà. Il n'est pas là pour dire que la CIRGL ne compte plus, il n'est pas là pour dire que tout ce qui a été fait sous l'égide de l'Union africaine, la SADC ou l'AEAC ne compte plus, mais il vient se greffer à ces efforts et s'inscrit dans une logique de complémentarité et contribue justement à renforcer, à structurer et à contribuer aussi aux efforts communs qui ont déjà été amorcés dans le cadre d'un souci d'une stabilisation durable de la région des Grands Lacs. Ce qui est important aussi dans ce chapitre, c'est qu'il précise que la mise en œuvre de l'accord devra respecter la souveraineté pleine et entière de chaque État. Et je pense que ça, c'est une question à laquelle nous tenons énormément en République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a eu beaucoup de préoccupations sur cet accord. Il y a eu beaucoup d'interprétations aussi erronées ou un peu simplifiées de l'accord. Et je pense qu'il est très important justement de voir que dès le début, l'accord ne met pas du tout en question la primeur de la question justement de l'intégrité territoriale, et il introduit aussi un autre principe fondamental, la progressivité dans l'application et la réciprocité des efforts. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. On entend souvent dire que c'est seulement la RDC qui doit fournir des efforts ou c'est seulement la RDC qui a de telle et telle responsabilité, mais on se rend compte en fait qu'il y a une concomitance des efforts, mais il y a aussi un effort ou un devoir de réciprocité entre toutes les parties prenantes et signataires de cet accord. Et donc, je pense que de là découle aussi une question où la réponse à la question qu'on a souvent, est-ce que cet accord a une vraie force obligatoire? Est-ce qu'il est vraiment contraignant? Comme je l'ai dit, il est justement contraignant et c'est dit explicitement dans ce chapitre, mais aussi il faut reconnaître qu'au-delà de l'aspect de la contrainte juridique, il ne faut pas non plus sous-estimer la pression politique, la pression médiatique et diplomatique que cet accord nous donne, et donc la possibilité aussi de nous assurer de sa mise en œuvre
à travers d'autres leviers, y compris les leviers diplomatiques et aussi médiatiques, raison pour laquelle il est pour nous de grand intérêt de nous assurer que notre opinion publique se familiarise avec cet accord et se l'approprie justement parce qu'il y a plusieurs leviers pour nous assurer qu'il est mis en œuvre. Avant d'aller au deuxième chapitre, je tiens à rappeler que sur ces premiers chapitres qui parlent de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités, les principes sont énoncés de manière claire et les parties conviennent. Ça veut dire que nous, République démocratique du Congo et le Rwanda, on a dit dans cet accord qu'il est hors des questions de violer l'intégrité des territoires des uns comme des autres, c'est ce que disent le point 1 et les points 2, et on convient que dorénavant, les parties conviennent que les différends seront réglés par des processus établis par des présents accords. En d'autres termes, on s'organise pour que plus jamais, s'il y a des problèmes, qu'on se tire dessus, mais que nous allions. Voilà plus ou moins ces premiers chapitres qui vient sceller ce qui a toujours été pour nous une ligne rouge à ne pas franchir, l'intégrité territoriale de la RDC, pas un seul centimètre. Vous pouvez progresser pour le deuxième chapitre. Et donc justement, cela clarifie que dès le début, ces principes sont reconnus et montrent aussi à quel point nous nous sommes investis pour le fait qu'ils soient inclus de manière systématique à travers l'accord. Quand nous nous penchons sur le deuxième chapitre, la cessation des hostilités et le retrait des troupes étrangères, évidemment, nous abordons ici le cœur même de l'accord, à la fin des combats, le retrait ordonné, vérifié et complet des troupes rwandaises du territoire congolais, mais aussi la fin du prétexte de l'activisme continu des FDLR à travers la mise en œuvre du CONOPS. Donc ici, je voudrais justement d'abord me pencher sur la question de la cessation immédiate des hostilités. L'accord engage les deux parties à cesser immédiatement et sans condition toute forme d'hostilité armée, qu'elle soit directe ou indirecte. Et cela concerne plus précisément les affrontements entre forces régulières, mais aussi l'usage de groupes armés supplétifs, et donc là, nous parlons notamment du M23, les frappes, les incursions ou les menaces transfrontalières, ainsi que tout soutien logistique, financier ou politique à des entités armées opérant en territoire congolais. Les parties s'engagent également à s'abstenir de toute déclaration publique susceptible de raviver les tensions et à privilégier la communication via les canaux prévus par l'accord. Et donc, évidemment, nous nous inscrivons dans cette logique, justement, d'une sensibilisation sur l'accord, mais pas d'une instrumentalisation politique de l'accord, parce que, justement, ceci nuirait à l'effort d'une pacification et une cessation des hostilités, non seulement les hostilités armées, mais même, si vous voulez, dans les discours politiques. Ensuite, l'accord prévoit aussi que le Rwanda retire l'ensemble de ses forces armées dans le contexte de la mise en œuvre du CONOPS. Comme vous le savez, ou comme certains d'entre vous s'en souviennent encore peut-être, le CONOPS avait été signé en octobre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Et c'était un outil d'exécution concret qui avait été élaboré par les services de renseignement respectifs des deux pays. Et donc le CONOPS fixe les modalités techniques précises du retrait des forces armées rwandaises. Il est composé d'un calendrier structuré en 3 phases de 30 jours, avec des jalons clairs à respecter. Il prévoit aussi une cartographie officielle des zones occupées, l'établissement de corridors de retrait et une vérification conjointe justement de ce retrait à travers des patrouilles mixtes congolaises et internationales, ainsi que la remise à l'issue de chaque phase d'un rapport certifié au mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Évidemment, simultanément à ces engagements des forces armées rwandaises, le CONOPS prévoit aussi la neutralisation des FDLR. Et donc, un des points essentiels de ce chapitre est justement le retrait, non seulement le retrait des troupes rwandaises, mais justement la neutralisation des FDLR. La neutralisation des FDLR veut dire que dans le contexte actuel, le CONOPS prévoit une série d'activités
pour mettre fin à la présence et à l'activisme des FDLR dans le territoire de la République démocratique du Congo. Il prévoit tout d'abord une phase de sensibilisation pour donner aux FDLR l'occasion et l'opportunité de reddition pacifique et prévoit ensuite des mesures avec un séquençage prévu plus contraignante pour s'assurer que cette menace soit éradiquée de manière définitive et mettre fin justement à cette question récurrente pendant les derniers 30 années des FDLR. Avant que vous ne puissiez progresser, je rappelle juste pour ceux qui nous suivent que le CONOPS, c'est un document opérationnel. Lorsque nous étions à Luanda, il y avait des experts militaires de l'état-major de la RDC, du Rwanda, avec les médiateurs angolais. Nous avions convenu d'un plan de comment les mesures de défense rwandaises de désengagement devraient se faire et d'autre part, comment nous allons mettre en œuvre un plan de neutralisation. Donc c'est un document travaillé par les militaires et même l'exécution dans le cadre de cet accord se fera dans ces cadres-là. Donc il faut comprendre que toutes les questions liées au CONOPS, c'est des questions dont on ne pourra pas toujours, qu'on ne pourra pas toujours aborder parce que ça relève du dispositif militaire qui accompagne l'application de cet accord. Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci. Mais ce qui est très important à retenir, c'est justement le caractère simultané ou concomitant du CONOPS et de l'exécution de ces deux piliers, à savoir le désengagement des forces d'une part et de l'autre part la neutralisation des FDLR. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre et aucune, si vous voulez, des préoccupations sécuritaires légitimes de chacun des deux pays ne peut être secondaire à l'autre et c'est pour cela que ce CONOPS a un caractère de concomitance qui est très important. Un aspect aussi que j'ai déjà effleuré brièvement, c'est la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, justement une structure qui sera mise en place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce CONOPS, une structure hybride, si vous voulez, avec des représentants de la République démocratique du Congo, des représentants du Rwanda, mais aussi des participants ou des représentants de pays tierces qui vont donc assurer aussi une objectivité et avoir peut-être parfois un rôle d'arbitrage, mais de cette manière contribuer à ce que ce mécanisme soit en mesure d'évaluer et de suivre la mise en œuvre effective de ce CONOPS et évidemment soulever des carences ou des lacunes dans la mise en œuvre de certains aspects du CONOPS. Madame la ministre d'État, c'est un point important parce que si vous avez lu l'accord, dès qu'on l'a signé, devait produire ses effets. Je pense que l'une des premières tâches à laquelle vous travaillez actuellement et qui va permettre la mise en œuvre de cet accord, c'est justement la création de ces mécanismes. Tout à fait. Tout à fait, c'est une des priorités. Encore une fois, ceux qui se souviennent du processus de Luanda vont se souvenir aussi du mécanisme de vérification conjoint ad hoc renforcé. Peut-être que je ne me souviens pas exactement du nom, mais vous vous souvenez certainement du principe et de la structure. Et donc, c'est quelque chose de similaire, encore une fois, avec des représentants des deux pays, mais aussi des parties tierces qui vont nous permettre justement d'avoir un minimum d'objectivité et un consensus sur des questions qui parfois peuvent être épineuses, mais qui seront extrêmement nécessaires. Lorsque vous parlez des parties tierces dans les cadres de cet accord, on peut être précis, il s'agit des États-Unis, des Qataris. De l'Union africaine et possiblement d'autres partenaires techniques étrangers. Je vous en prie. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Alors maintenant on progresse au chapitre 3. Donc le chapitre 2 se penchait plutôt sur les questions État-État. Le chapitre 3 parle de démobilisation, de désarmement, démobilisation et traitement des groupes armés nationaux. Et donc là on est dans un champ différent. Et ce chapitre aborde donc une autre dimension essentielle de la paix durable, et à savoir la question des groupes armés congolais. Il est très important de lever immédiatement une confusion que certains discours semblent entretenir de manière délibérée ou pas. Le désengagement des groupes armés nationaux ne se substitue pas au retrait de forces étrangères. Donc il s'agit de deux chapitres différents, et le premier chapitre dont nous avons parlé, le précédent, parle justement des forces armées rwandaises et de leur retrait. Celui-ci parle des groupes armés. Les deux questions sont traitées dans l'accord. Il n'y a pas un groupe, si vous voulez, qui est exclu. Les deux questions sont traitées à juste titre, mais évidemment avec la spécificité
nécessaires que chacun de ces groupes requiert. Donc, quand il s'agit du désengagement des groupes armés nationaux, il faut surtout donc revenir sur le fait que le désarmement est obligatoire pour tous les groupes armés congolaises. L'accord prévoit que les groupes armés congolais qui opèrent sur le territoire national doivent être désarmés, démobilisés et cantonnés sans délai. Comme vous le savez tous, nous avons le PDDRCS qui est en fait le cadre prévu par l'État congolais, justement le cadre institutionnel, le programme prévu par l'État congolais pour donner des perspectives aux ex-combattants des groupes armés. Cela comprend, quand on parle de groupes armés, évidemment les groupes actifs dans les zones anciennement ou actuellement sous contrôle du M23, les groupes dits d'autodéfense et tout mouvement prétendant représenter une revendication communautaire par la voie des armes. Quand on parle du désarmement, on parle aussi d'un désarmement suivi d'une sélection stricte en cas d'une réintégration conditionnelle. Et donc ici, il y a aussi une rupture très importante avec des pratiques qu'on a vues par le passé, à savoir des pratiques d'intégration généralisée, d'effectifs de groupes armés. De brassage ici, et des mixages. Justement. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes justement dans une logique où les ex-combattants de groupes armés qui auraient peut-être l'intention ou le souhait d'être intégrés dans les forces armées ou les forces de sécurité doivent répondre à des critères stricts. On doit s'assurer justement, tout d'abord, de leur nationalité congolaise, évidemment aussi de leur non-application dans des crimes graves et d'autres critères, évidemment, qui vont être appliqués. Mais je pense que l'aspect clé ici, c'est le fait justement qu'on ait un catalogue, si vous voulez, de critères qui nous assure que toute intégration répond à des leçons que nous avons appris et tirées du passé et qui nous protègent, nous, mais aussi qui protègent nos institutions d'être affaiblies de l'intérieur en intégrant sans discrimination et de manière ouverte et sans filtre des individus issus de groupes armés qui pourraient justement, suite à leur rôle dans les groupes armés différents, avoir été complices ou eux-mêmes auteurs de violations graves. Ça veut dire que c'est un processus de vetting. Tout à fait. Ce ne sera pas un brassage, un mixage des groupes, Non. mais ça se fera de manière individuelle. Tout à fait. On regardera les dossiers de chacun. Si vous êtes coupable de crime, si vous n'êtes pas physiquement apte, ou s'il y a des soupçons ou d'autres éléments, vous ne pourrez ni intégrer l'armée, ni intégrer la police. En effet. Et donc cela s'inscrit évidemment ou s'inspire plutôt des meilleures pratiques internationales qu'on a vues dans d'autres situations post-conflit et dans les efforts justement de s'assurer que même après un conflit, les forces armées, les forces de sécurité sont justement en mesure et à la hauteur de remplir leurs fonctions et ne sont pas affaiblies de l'intérieur. Et donc ce qui est très important aussi, c'est que ceci veut dire qu'il n'y a pas d'amnistie automatique. Ça ne veut pas dire que dans le cadre d'un accord de paix, tout est oublié et tout est passé. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi, l'aspect de la redevabilité, même s'il n'est pas, et je suis sûre qu'il y aura des questions à ce sujet, même s'il n'est pas ancré de manière individuelle, il est très important, quand on lit l'accord, de voir qu'il y a justement de manière transversale cette considération-là, et cette considération que on ne peut pas rebâtir une société et ses institutions sans pour autant avoir un aspect de redevabilité, de responsabilité et tirer les leçons du passé, que ce soit le passé lointain, parce que nous l'avons vu avec le brassage et le mixage, ou le passé très récent, parce que nous l'avons vu avec le comportement de certains individus. Je vais procéder maintenant avec le prochain chapitre, s'il n'y a pas de questions de vote. Ok, très bien. Parfait. C'est juste deux points Justement, et je sais qu'il y a beaucoup de questions du côté des journalistes, donc on va essayer quand même d'accélérer. Le chapitre 4 touche sur la question des déplacés et des réfugiés dans la région, disons. Alors, quand on parle de réfugiés, évidemment, on parle de personnes qui ont traversé des frontières internationales. C'est pour cela que je dis dans la région. Les Congolais qui se trouvent au Rwanda, tout comme les Rwandais qui se trouvent en RDC. Et évidemment, les déplacés internes qui ont fui et qui sont restés
sur le territoire national, mais qui ne sont plus dans leur communauté habituelle. Et donc, ce qui est très important ici, c'est que ce chapitre qui concerne justement la prise en charge humaine et sécuritaire des personnes déplacées est ancré aussi sur un autre processus important, à savoir le processus tripartite. Le processus tripartite, c'est un dispositif de coordination qui réunit la République démocratique du Congo, le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et le Rwanda comme deuxième pays. Et donc la tripartite assure en fait à travers ces trois acteurs une planification concertée, un accompagnement complet et un suivi régulier de la question des réfugiés, de leur retour, de leur bien-être, etc. Et ce, selon les normes internationales. Et donc là, on est dans un cadre très précis qui veut dire aussi que tous les membres de cette tripartite ont une redevabilité par rapport à leur comportement vis-à-vis des réfugiés respectifs. Juste pour rappel, en termes de la situation aussi des réfugiés, les derniers chiffres en notre possession parlent de à peu près 132 000 réfugiés rwandais qui sont toujours en République démocratique du Congo et 135 000 Congolais qui seraient au Rwanda comme réfugiés selon le HCR. Et donc c'est un enjeu majeur, on parle de plus de 250 000 personnes, un quart de million de personnes qui sont toujours à l'étranger, qui n'ont pas encore eu l'occasion de revenir chez eux et pour lesquels on doit créer des conditions propices pour le retour. Et donc, ce sera donc une priorité de cet accord aussi, de s'assurer que tout retour se fasse dans le cadre de cette tripartite. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de débats et de spéculations, de préoccupations et d'angoisse aussi sur la question de mouvements de population. Beaucoup de rapports aussi qui nous sont survenus de mouvements irréguliers de population. Et je suis sûre aussi qu'une des questions qui revient souvent, c'est comment justement s'assurer que ce processus tripartite ne soit pas instrumentalisé ou utilisé pour implanter des populations étrangères en RDC et sous couvert d'un retour volontaire. Et je pense que c'est justement là où le cadre formel de la tripartite nous aide parce que justement il nous permet à procéder à des retours seulement de personnes qui sont formellement enregistrées comme réfugiés auprès du HCR. Donc on ne prend pas juste qui se dit congolais ou qui se dit rwandais pour dire bon, rentrez, on vous aide à rentrer chez vous. Non, ce sont des personnes qui sont enregistrées comme réfugiés auprès du HCR. Donc nous avons des bases de données qui remontent à plusieurs années, si pas décennies. Ce sont des personnes qui sont volontaires et donc qui veulent retourner chez eux. Et évidemment, ce sont des personnes dont la citoyenneté est reconnue. Et ce sont justement ces piliers-là qui nous permettent de nous assurer que tout retour de population, tout mouvement de population est encadré en bonne et due forme, et du côté de la République démocratique du Congo, encadré par les autorités territoriales et nationales qui sont en charge de Je me souviens, Madame Lamineta, que dans vos mots qui ont suivi justement la signature de l'accord à Washington, vous avez évoqué des femmes avec qui vous étiez en discussion, la question humanitaire. Conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, levée de mesures défensives par le Rwanda du 31 octobre découlant du processus de Luanda, et un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité, la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Donc ce mécanisme, comme je le disais, est prévu comme, si vous voulez, un mécanisme de suivi sur place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de cet accord, à commencer par le CONOPS, mais aussi des aspects comme par exemple le respect du droit international humanitaire. Ce qui est aussi prévu dans le cadre de ce mécanisme, si je ne me trompe pas, c'est une collaboration avec la MONUSCO, qui est un acteur clé dans la zone, et justement, et aussi le fait que les parties peuvent justement solliciter l'appui de la MONUSCO, mais aussi d'autres soutiens multilatéraux qui peuvent contribuer à la bonne exécution de l'accord et justement au fonctionnement du mécanisme conjoint. Tout à fait. Tout à fait.
Alors, on va passer sur, je pense, le chapitre du cadre d'intégration économique régionale. Tout à fait. Donc les dispositions économiques et la coopération régionale, je pense que ça, c'était aussi un de ces chapitres qui a suscité beaucoup de rumeurs et d'interprétations parfois erronées et parfois même de suspicions. Et donc, ce que je voudrais tout d'abord clarifier, c'est que ce volet ne contient pas d'engagement économique. Il parle plutôt du souci, si vous voulez, de prévoir dans l'avenir une intégration régionale accrue. Et ça, c'est une leçon que nous avons tirée d'autres régions, c'est une leçon que nous avons tirée de notre propre région. L'accord ne prévoit ni contrepartie économique, si vous relisez bien le chapitre 6, ni concession en matière minière, ni traité commercial bilatéral avec le Rwanda. Il énonce plutôt un engagement des deux parties à œuvrer à la réactivation. Ce sont des questions que nous avons discutées, que nous discutons depuis des décennies dans la région des Grands Lacs. La réactivation des dynamiques de coopération économique régionale dans un esprit de stabilisation post-conflit. Et cela comprend, à moyen terme, la réhabilitation des axes logistiques régionaux, la relance de corridors douaniers, des échanges techniques sur les zones économiques transfrontalières, mais aussi, il faut reconnaître que ces dispositions sont volontaires, elles sont progressives, elles sont non contraignantes et elles ne sont pas liées au calendrier sécuritaire. Donc, en d'autres termes, sur ce point économique, par exemple, il n'est pas question d'avoir le Rwanda mettre la main sur les ressources de la RDC. Pas du tout, et ce n'est pas prévu dans cet accord, aucunement. Ce qui est important ici, c'est justement le fait que cet accord s'appuie sur des efforts que nous avons déjà vus dans la région et que nous voyons dans d'autres régions de l'Afrique et au-delà, donc un effort d'une plus grande intégration économique qui permet justement à stabiliser à long terme, mais nous sommes conscients, et je pense que c'est là que c'est très important quand même de revenir sur cette question, nous sommes conscients que toute intégration économique ne se fait pas dans un vide. Il ne se fait pas dans un vide historique ou dans un vide social. Et donc, nous ne sommes pas naïfs. Même quand nous parlons d'intégration régionale, même quand nous parlons d'une ouverture économique, nous savons d'où nous venons. Nous venons de 30 ans d'agression, de millions de morts, de populations déplacées, pillées, violées et de minerais extraits illégalement pour alimenter des réseaux d'enrichissement illicite. Donc, la coopération économique, évidemment, peut être un vecteur de stabilité, mais elle ne peut pas être précipitée. Et c'est pour cela, justement, que c'est quelque chose qui doit se faire de manière séquentielle et de manière graduelle. Alors, je suis curieux, je reviens par rapport à la question des FDLR. Je veux savoir la neutralisation des FDLR et les désengagements des troupes rwandaises, ce seront concomitamment, ou il faut d'abord finir avec la neutralisation des FDLR avant et le début du retrait des troupes rwandaises. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi avoir quitté le cadre multilatéral pour une démarche bilatérale dès lors que plusieurs pays interviennent dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Et puis pour terminer, pourquoi avoir quitté les cadres multilatéraux? Quel cadre multilatéral la ministre d'État demande? Pour avoir un peu plus de précision sur votre question. C'est-à-dire, bien avant, il y a eu EAC, SADC, exactement. Ah, okay. Évidemment. Parce qu'avant ça, il y avait loin. Exactement. Alors pour terminer, j'aurais bien voulu qu'on lise dans l'accord le point 6. C'est de là que je ressors ma question. Le point 6, alinéa 1, intégration bilatérale. Intégration bilatérale. Dans le cadre, le parti lance et barre ou élargisse la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et des chaînes de valeur minière transparentes et formalisées de bout en bout
de la mine au métal transformé qui relie les deux pays en partenariat, le cas échéant avec le gouvernement et investisseurs des États-Unis. Par rapport à ça, je voudrais d'abord comprendre l'esprit de ce point, mais aussi la gestion conjointe sur les domaines miniers. Donc la question de la concomitance, encore une fois, j'ai essayé d'expliquer auparavant que le CONOPS reconnaît les préoccupations sécuritaires des deux pays et les traite justement de manière égale. C'est pour cela qu'il y a cette question cet aspect de concomitance. On ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite d'un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance, en français facile, concomitance, ça doit se c'est faire en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire? Côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des deux côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. Ça veut dire, par exemple, quand on se projette dans une logique actuelle, parce que le CONOPS a été rédigé en octobre, et la situation a changé entre maintenant et octobre, on ne peut pas penser, par exemple, à une neutralisation, des FDLR sans une présence des forces armées congolaises dans les zones où ils opèrent. Et donc, on ne peut pas penser à une neutralisation des FDLR sans un désengagement des forces armées rwandaises. Et donc, c'est justement là où nos experts militaires travaillent ensemble pour dire si on veut atteindre tel objectif, eh bien, on doit être conscient que l'autre partie doit avancer sur certains points. Et c'est ça l'esprit de la concomitance, ou l'esprit du fait que tout se passe en même temps. On ne peut pas dire qu'on a un problème des FDLR si nous ne contrôlons pas les zones où elles sont supposées être opérationnelles. On ne peut pas dire non plus qu'on a un problème d'un désengagement des forces si nous ne sommes pas présents pour attester et confirmer le départ de ces forces. Et donc, évidemment, entre octobre et juillet 2024 et juillet 2025, il y a eu certains changements contextuels et on devra ajuster. Mais l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. On respecte votre préoccupation, c'est les FDLR, pas de problème, on va s'en occuper. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous, bye bye. Et donc, c'est ça l'esprit de la concomitance. Les deux parties doivent reconnaître la validité de leurs préoccupations sécuritaires. Est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Pour quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Voilà, la question sur les multilatérales. Oui, la question sur le multilatéral, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué dans le cadre SADC-EAC? Bon, vous savez, à un certain moment, il y a eu des engagements à plusieurs niveaux, vous vous en souviendrez. On a eu d'abord le processus de Luanda, on devait avoir un sommet, et le président Kagame n'y a pas participé. On a eu ensuite plusieurs tentatives au niveau de la sous-région de trouver une solution. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, plusieurs décisions, mais il n'y a pas eu de matérialisation. Et donc la raison pour laquelle ces
ces cadres multilatéraux n'ont pas continué à être exploités, c'est parce qu'ils n'ont pas fourni de résultats. Et parce qu'on n'a pas le luxe de dire on va juste attendre jusqu'à ce qu'un bon jour, on ait un résultat. Nous sommes le pays agressé, nous sommes le pays occupé, nos populations souffrent, nous n'avons pas le luxe du temps et de dire bon, on va maintenant gérer les égos des uns et des autres. Nous voulons des résultats et nous les voulons rapidement. Et nous les obtenons là où nous pouvons les obtenir. Et je pense que cet accord en est la preuve. La troisième question, alors c'était sur le point 6 justement. Et donc, sur s'il était nécessaire d'avoir le Rwanda associé dans la question de la certification. Oui, dans la certification. Donc, en fait, ce volet, c'est un accord quand même structurant de l'accord. C'est un aspect structurant de l'accord. Il propose de transformer les questions sur lesquelles nous avons souvent eu des conflits en zone de coopération. Et donc l'idée, c'est justement d'aller d'un contexte dans lequel on s'accuse mutuellement vers un contexte justement où il y a plus de transparence et plus de visibilité. Quand il s'agit de la certification, il ne s'agit pas que du fait que le Rwanda va maintenant certifier nos minerais ou que nous allons certifier les minerais rwandais. On s'appuie sur les mécanismes qui existent, sur les mécanismes par exemple de la CIRGL pour dire justement si nous voulons que la question des ressources naturelles ne soit plus une question épineuse, si nous voulons aller au-delà des accusations mutuelles des uns et des autres, vous avez pris les nôtres, vous les vendez comme les vôtres, etc., nous devons renforcer cet aspect-là des mécanismes qui existent déjà au niveau de la région, à savoir les mécanismes aussi de certification. Et ça veut dire que, forcément, nous devons travailler ensemble avec le Rwanda, tout comme nous devons travailler avec d'autres pays de la région. Quand vous regardez la CIRGL, elle ne se limite pas au Rwanda et à la RDC, mais elle a justement le mécanisme qui est le plus utile, si vous voulez, et le plus probant pour cette question de certification et sur lequel je pense que nous allons devoir nous appuyer. Et donc pas exclusivement RDC-Rwanda, mais justement dans un caractère régional qui va bien au-delà. On fera des émissions en Swahili, on fera des émissions en Chiluba, pour être sûr que tous les Congolais, partout où nous nous trouvons, nous nous imprégnons de ce qui a été fait. Nous pouvons comprendre que nous sommes dans un contexte pluriel, nous sommes dans un contexte où tout le monde a ses opinions, mais dans ce qui a été fait pour l'aboutissement de cet accord qui n'est qu'une ouverture vers la paix, beaucoup de sacrifices ont été consentis et comme on l'a dit et répété, aucun intérêt de la République n'a été bradé. On a parlé du Rwanda, on connaît les dénis du Rwanda sur son rôle à RDC, mais nous avons été avec eux à table, on a signé. Il n'y a pas meilleure preuve que c'est l'autre partie en conflit. Et donc, donnons-nous nous-mêmes la chance de voir la paix revenir dans ces parties du territoire et nous comptons sur vous justement, les médias, pour contribuer à une meilleure explication et nous vous disons déjà notre disponibilité pour continuer à apporter dans le cadre de notre devoir de redevabilité sur lequel insiste beaucoup la Première ministre et les présidents de la République pour que le Congolais puisse être pleinement édifié sur ce qui s'est fait évidemment que vous serez tenus au courant de prochains exercices pour lesquels nous souhaiterons votre accompagnement et votre contribution. Madame la ministre d'État, merci énormément d'avoir donné de votre temps pour l'exercice de ce soir. J'espère que vous serez disponible, comme toujours, pour d'autres exercices de redevabilité. Volontiers. Peut-être cette fois-là, ce sera en Chiluba. Peut-être. Ok. Merci beaucoup et donc bonne soirée. Petit microbe sur ton bicross. Ce qu'on veut c'est devenir